Tous. Merci de votre présence, de votre patience. On commence un tout petit peu en retard, mais néanmoins, je pense, avec tout le temps d'échanger sur ce sujet important qui s'inscrit dans la durée. On a déjà eu une rencontre ici sur les syndics de copropriété à l'occasion de la sortie d'un premier travail. On est dans le temps de la recherche et en même temps d'une recherche tournée vers l'action, vers les politiques publiques. Et je crois qu'il met en valeur un chaînon essentiel de ces politiques publiques aujourd'hui sur les syndics de copropriété. On mène ce travail dans le temps long avec donc le PUCA, l'ANA et la FNAIM, en mettant ensemble nos forces pour permettre de la recherche basée sur les sciences sociales pour éclairer cet acteur mais encore méconnu des politiques publiques que sont les syndics de copropriété. La copropriété, c'est évidemment un enjeu absolument majeur. C'est 2/3 des logements privés en Île-de-France qui sont gérés en copropriété. Et derrière ce qui sont, je dirais, des grands mots, des grands principes, des grandes orientations de politique publique qu'on traite et qu'on a dans nos différents schémas, la rénovation énergétique, la lutte contre la dégradation du bâti, il y a ces acteurs très concrets que sont les syndics de copropriété et les décisions qu'ils prennent ou qu'ils aident à prendre en lien avec les particuliers. Et donc la question qui nous anime, c'est comment vraiment faire de ces syndics de copropriété des acteurs de politique publique ou au moins des interlocuteurs de nos politiques publiques. On a donc mené ce travail en articulant donc nos ressources internes et notre expertise avec Francisca Barduzen et Anne-Claire Davy, en lien avec 3 sociologues indépendants, Gaëtan Brispierre, Claire Julliard et Sylvaine Le Garec. Un premier état des lieux général, national, avec une approche de sociologie des professions sur lequel nous avons déjà échangé. Puis aujourd'hui, on échange sur cette nouvelle publication sur un focus Île-de-France, une enquête spécifique qui nous aide à encore mieux comprendre les ressorts de cette profession et la manière dont elle peut être appréhendée en lien avec les politiques publiques. Donc, un échange ce matin avec 3 interlocuteurs qui sont tout à fait dans le thème de la matinée, de notre format, rencontre décideurs-chercheurs, avec Claire Julliard, qui est l'une des sociologues qui porte ce travail, sociologue indépendante, spécialiste de la ville, du logement et des marchés immobiliers, Laurence Chanlois, elle-même syndic, responsable de l'agence Foncia Marne-la-Vallée. Pardon, excusez-moi. À Pont-au-Comont, pardon, toutes mes excuses. Et évidemment, l'idée, c'est de travailler sur les professionnels, avec les professionnels. Et puis, on parle de décideurs, et nous avons Pascal Laguilly, adjoint au maire de Noisy-le-Grand, délégué à l'habitat, au schéma directeur foncier et au grand projet, également conseiller territorial à Grand Paris, Grand Est. Donc, merci pour votre présence et merci à toute l'équipe d'avoir préparé, en particulier à Brigitte. Je lui laisse le micro pour l'animation de cette matinée. Merci à tous. Merci beaucoup Nicolas, et donc ravi de vous accueillir effectivement ce matin à l'Institut Paris Région pour vous présenter les résultats de ce travail de recherche qui a mobilisé l'Institut pendant un certain temps, donc mes collègues vont y revenir, et puis pour entendre nos différents intervenants, donc comme le disait Nicolas Bocquet, chercheur, décideur, et échanger avec vous dans un deuxième temps. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. L'événement va se dérouler de la façon suivante. On va avoir d'abord un certain nombre d'interventions. Intervention de l'Institut Paris Région, d'Anne-Claire, intervention de Claire Julliard qui va nous présenter de façon assez détaillée et concrète les résultats de ce gros travail dans lequel vous avez été impliqués. Et puis on entendra à nouveau Francisca qui reviendra sur un certain nombre de résultats
de ce travail. Et ensuite, on passera la parole à nos décideurs. Donc, Monsieur Laguilly, du côté de la ville, et Madame Chanlois, côté syndic de copropriété. Voilà. Ensuite, on aura un temps d'échange, de discussion avec vous. Donc le principe, c'est qu'on enchaîne les interventions, sauf s'il y a une question spécifique de compréhension. Et puis on prend ensuite un temps ensemble pour échanger et discuter à la fois sur les résultats et puis aussi sur les pistes d'action, puisque effectivement cette recherche a pour objectif de nourrir l'action sur ce sujet qui est un vrai enjeu d'action publique, hein, la question des syndics de copropriété, de leur rôle, de la manière dont collectivités locales et syndics construisent des liens pour faire face aux défis, à la fois aux défis de la rénovation énergétique, mais aussi aux défis des copropriétés dégradées, qui sont deux des principaux défis auxquels vous êtes confrontés. Voilà, donc je crois que j'ai dit l'essentiel. Je rajoute juste qui vous êtes. Alors, on avait une 50aine d'inscrits, il y a toujours un petit gap entre les inscrits et les présents, mais un petit mot pour dire qui est inscrit et qui est aujourd'hui dans la salle. Donc, on a le plaisir d'avoir un certain nombre de collectivités locales, à la fois des villes, Noisy, Gennevilliers, il y avait Aulnay, il y avait... bon, vous vous présenterez quand vous interviendrez, quelques établissements publics territoriaux. Et puis, on a l'État aussi qui est inscrit, qui est présent, l'ADRIL, l'ADEME, l'ANA, et quelques chercheurs ou étudiants et des opérateurs, à la fois du côté de l'habitat et évidemment des syndics de copropriété et un certain nombre de consultants ou de bureaux d'études. Voilà, donc une large palette de personnes représentées qui montrent l'intérêt du sujet et la diversité des parties prenantes sur ce sujet. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Anne-Claire Davis, sociologue urbaniste, qui va vous présenter le travail. Bonjour. Oui, donc moi je suis chargée de faire juste une petite introduction pour vous rappeler la méthode de ce travail. Donc comme l'a dit Nicolas Bocquet, donc il s'inscrit dans un programme de recherche du PUCA sur la question des copropriétés ordinaires, parce que les sciences sociales avaient déjà pas mal travaillé sur la question des fragilités des copropriétés, et le PUCA a voulu s'intéresser à l'écosystème de la copropriété de manière plus ordinaire. Et du coup, nous, on s'est saisi à l'Institut de cette opportunité pour aller rencontrer cette profession de syndic que dans nos travaux sur la rénovation énergétique ou les copropriétés dégradées, on avait identifié comme un partenaire un peu aveugle des politiques publiques et un relais méconnu de ce qu'il pouvait être à sa manière un filtre sur la manière dont ces politiques atterrissent dans le parc privé, ou alors un relais pour exprimer la demande du parc privé, et qui souvent était présenté surtout sur sa mauvaise image et pas tellement sur la manière dont il pouvait être un acteur et un partenaire. Donc c'est ce qui nous a intéressés à l'Institut, et on a fait ce travail en 2 temps, comme l'a rappelé Nicolas, sur d'abord la construction de ce groupe professionnel à l'échelle nationale. Nous sommes allés rencontrer une 15aine de représentants de la profession avec lesquels on est revenu sur la manière dont cette profession est représentée, se structure, s'organise, avec quel écosystème d'acteurs elle se compose, ce qui nous a permis de construire une typologie en 3 segments d'acteurs sur laquelle Claire reviendra, qui sont la figure traditionnelle du syndic cabinet indépendant, la figure du groupe, des grandes structures qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui ont aussi une partie gestion de copropriété en même temps que la transaction, voire la promotion. Et ensuite, les néo-entrants, qui au moment de notre recherche faisaient beaucoup de bruit, puisqu'il y avait pas mal de campagnes publicitaires assez agressives, autour des solutions numériques et de propositions un peu disruptives sur la question de la gestion de copropriété. Et puis, la première phase nationale contenait aussi une analyse socio-historique du groupe professionnel et vraiment des grandes étapes de sa construction, puisqu'on sait que la carte G est assez récente, et toutes les étapes législatives qui ont essayé d'organiser, de structurer cette profession, y compris sa régulation. À l'issue de cette phase nationale, où on a pu un peu comprendre la manière dont ce métier se représentait à lui-même, il nous a paru très important de descendre à l'échelle locale, sur notre terrain francilien,
parce que tous parlent de ce métier comme d'un métier très ancré, très territorial, de proximité avec les copropriétaires, et donc avec une logique d'implantation et d'ancrage local. Et puis surtout, l'accent est beaucoup mis sur la difficulté quotidienne du métier, la multiplicité des tâches, le fait qu'il y a des problèmes de recrutement, de développement des équipes qui permettent pas toujours le développement des portefeuilles comme on le souhaiterait. Donc il nous paraissait très important de revenir à l'échelle des personnes qui au quotidien font ce métier, de comprendre leurs valeurs, leur modèle d'organisation et en quoi, à la fois en tant que professionnels et en tant que représentants à l'échelle locale de leur parc, ils pouvaient être des interlocuteurs pour les collectivités. Et cette deuxième phase, elle s'est appuyée sur une première phase statistique où on a observé à travers le registre national des copropriétés l'implantation géographique des différents syndics et des portefeuilles de nos 3 types de syndics en Île-de-France. Et puis une enquête régionale auprès de cabinets franciliens. On a été assez contents de l'accueil qu'on a reçu, parce que souvent la réputation des syndics est qu'ils sont très difficiles à enquêter, parce qu'ils sont très occupés et que c'est difficile de trouver un moment avec eux. Et on a réussi à rencontrer une vingtaine de cabinets, 25 professionnels. Donc je vous ai mis la carte pour vous présenter un peu la diversité des implantations qu'on a pu rencontrer. Et puis, comme bien sûr, j'y reviendrai dans les quelques chiffres clés que je donnerai après, c'est une profession très multiple et très éclatée. Et on avait un échantillon assez petit, on n'a pas prétendu à la représentativité, mais par contre, on a essayé de diversifier notre échantillon du point de vue de notre problématique qui était de voir la relation des syndics aussi avec les politiques publiques. Et donc on a fait 3 sous-échantillons en essayant d'avoir bien sûr nos 3 segments du groupe professionnel, diverses localisations, et 3 sous-panels avec des syndics réputés investis dans la rénovation énergétique qui pourraient nous parler de leur relation avec les collectivités dans la mise en œuvre de ces projets, des syndics impliqués dans l'accompagnement des copropriétés dégradées, et puis un 3e panel qui était réputé sans engagement. Alors vous verrez, Claire Sandou vous le dira, que derrière ce panel, en fait, quand on est arrivé à rencontrer les gens, certains sont réputés pour leur implication, mais finalement tous sont confrontés à ces différentes problématiques et peuvent avoir un lien à leur mise en œuvre. Quelques chiffres clés. Alors je ne vois pas très bien, je vais plutôt prendre mon papier si vous me permettez. La vue baisse. Donc nos données qui permettent un peu de dresser le paysage de cette profession en Île-de-France sont parties du RNC, donc du Registre national des copropriétés, qui contenait le jour de notre extraction, qui est de septembre 2022, 122 000 copropriétés immatriculées, et à l'intérieur desquelles 66 103 avaient un syndic professionnel identifié. Donc c'est sur ces 66 103 que portent nos analyses. Et rien que sur ces 66 000 copropriétés, on identifiait déjà près de 1130 syndics différents, ce qui vous montre l'éclatement de la profession. Et puis je crois que je commenterai juste quelques chiffres sur dans la profession, beaucoup parlent de la part que prennent les groupes qui seraient en train de devenir massifs. Nous, pour l'instant, nos chiffres ne témoignent pas encore de cette domination, puisque ce sont les indépendants qui restent largement majoritaires, avec 78% des copropriétés gérées dont on connaît le gestionnaire et 72% des lots, alors que les groupes représentent 19% des copropriétés et 24% des lots. Et ces nouveaux entrants dont on vous parlait, 2,5% des copropriétés et 1,7% des lots. Donc on n'est pas encore... ça surprend les professionnels qui pensaient que les groupes étaient beaucoup plus importants pour l'instant, enfin déjà beaucoup plus importants dans le parc. Et puis un autre élément qui me paraît intéressant à présenter, c'est il y a la taille des portefeuilles. Et donc on voit que 49% des syndics gèrent moins de 25 copropriétés. Donc on voit que c'est vraiment une profession qui est composée de myriades d'acteurs. Et ces 49% ne gèrent que 7% du parc. Donc ça montre aussi la difficulté pour les pouvoirs publics d'identifier les interlocuteurs sur un parc qui a de multiples interlocuteurs. Et à l'inverse, on a 1% de syndics qui ont plus de 500 copropriétés qui, eux, gèrent 21% du parc. Et donc on voit qu'il y a des réalités de professionnels très différentes. On pourrait aussi détailler à l'intérieur des 3 segments et voir que c'est évidemment plutôt les indépendants qui ont des petits portefeuilles et les groupes qui ont les portefeuilles les plus importants, puisqu'ils sont en majorité à plus de 100 copropriétés et même 60%, plus de 500 copropriétés, ce qui doit faire cette impression aussi de domination des groupes sur le marché. Et puis les nouveaux entrants qui peuvent aussi avoir beaucoup de copropriétés, puisqu'on voit qu'ils sont 45% à avoir plus de 100 copropriétés, mais dont on sait qu'elles sont plutôt une myriade de petites copropriétés. Et j'en termine avec juste une petite carte pour vous présenter. On a essayé de
visualiser où étaient les différents types de syndics et comment ils se localisaient. Alors bien sûr, ils se localisent comme le parc de copropriété, essentiellement dans le cœur de l'agglomération, mais on peut voir quelques spécificités avec notamment la présence des nouveaux entrants en rose, qu'on voit pas très très bien, mais qui est un peu plus importante dans le nord-est de la métropole. Et puis un tropisme un peu des groupes vers l'ouest et les territoires de la frange de l'agglomération. On reviendra là-dessus dans une note rapide qui est sur le point de sortir, et vous avez une analyse assez détaillée de ces données statistiques dans le rapport qui paraît aujourd'hui. Je passe la parole à Claire pour détailler les résultats. Merci Anne-Claire, bonjour à tous. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, enfin ce que je vous présente au nom de notre équipe de recherche, c'est, si je puis dire, une vue d'en bas à hauteur des cabinets, à l'échelle des cabinets, de leurs pratiques, de leur activité, et dans le contexte francilien, sachant que cette vue d'en bas, elle est partie d'une vue d'en haut, celle qu'on a réalisée en première phase de notre recherche et qui, comme l'a rappelé Anne-Claire, s'est appuyée sur sur un travail documentaire bien évidemment, mais aussi sur une série d'entretiens auprès de représentants de la profession, et ça à l'échelle de la France. Alors cette vue d'en haut, elle nous a permis d'identifier que les syndics de copropriété formaient un groupe professionnel à part entière, un groupe structuré, institutionnalisé, et qui se caractérise aujourd'hui par une certaine identité, par une certaine unité, un certain nombre de fondamentaux liés à la spécificité du métier, de ses missions, ainsi que du droit et de la réglementation qui l'encadre. Ceci dit, et c'était déjà la principale conclusion de notre première phase de recherche, il est tout aussi clair que le groupe professionnel des syndics de copropriété n'est pas uniforme, qu'il s'est diversifié au cours du temps, et qu'en l'occurrence, il s'organise en 3 principaux segments. Anne-Claire les a rapidement décrits. On a les cabinets indépendants qui incarnent la figure historique du cabinet familial, du mandataire de proximité, de la profession non commerciale, un petit peu à l'image de l'administrateur de biens qui historiquement gérait les immeubles de rapport pour le compte des propriétaires rentiers, avant que ces immeubles de rapport ne s'éclatent et deviennent copropriétés. Second segment, les groupes immobiliers, et en particulier les grands groupes immobiliers, à commencer par Foncia, Citia et Nexity, les plus importants d'entre eux, qui, eux, représentent un peu la figure du réseau, du métier de nombre et d'une offre commerciale qui s'avère être particulièrement large et qui s'organise autour de services immobiliers et puis de prestations assez diverses. Et puis on a cette figure du nouvel entrant. Alors elle pèse très peu quantitativement dans le marché de la copropriété, de la gestion de copropriété, mais elle pèse, je dirais, plus symboliquement, et puis elle pèse aussi du fait qu'elle introduit, elle développe des pratiques, et en l'occurrence des services dématérialisés de gestion de copropriété, qui bousculent nos 2 principaux segments du groupe professionnel, qui sont les indépendants et les nouveaux entrants. Alors, l'enquête qu'on a réalisée en Île-de-France, donc à hauteur des cabinets, à cette échelle à cette échelle-là, elle a permis de confirmer que nos syndics, les syndics en tout cas qu'on avait interrogés, invoquaient très spontanément leur appartenance à un segment, leur segment d'appartenance, pour se positionner au sein du groupe professionnel, et qu'ils revendiquaient même très clairement des cultures et des pratiques très différentes. Ceci dit, d'un côté, ils tendent à opérer une segmentation beaucoup plus fine et évoquent par exemple des catégories
hybride de syndic entre groupes et indépendants, par exemple, ainsi que des lignes de partage internes à leur segment, ces lignes de partage renvoyant évidemment essentiellement à la concurrence qui sévit au sein de du marché de la gestion de copropriété. Et puis de l'autre côté, nos syndics, et c'est le principal résultat que je vais illustrer aujourd'hui, témoignent de problématiques communes, quel que soit leur segment d'appartenance. Ils sont en quelque sorte unis par une sorte de communauté de sorts sur laquelle il nous apparaît assez utile de nous attarder aujourd'hui, dans la perspective d'embarquer les syndics, de mieux les accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques qui visent les copropriétés, leur bonne gestion et notamment évidemment leur rénovation énergétique. Alors, cette communauté de sorts, de pratiques, d'enjeux, de problématiques, elle réunit en particulier les indépendants et les groupes, et je me focaliserai donc sur ces deux segments-là aujourd'hui. En l'occurrence, il nous apparaît assez clair que les agences des groupes, pas moins que les cabinets indépendants, eh bien, elles constituent des structures de taille relativement modeste et surtout à l'équilibre instable, à l'équilibre fragile. En fait, leur fonctionnement, évidemment, profite de l'appui de leur groupe d'appartenance, mais leur quotidien, eh bien, ils s'organisent à distance du groupe d'appartenance. Leur identité, elle emprunte évidemment à la marque du groupe, mais pas seulement, elle emprunte aussi à l'état d'esprit du cabinet de proximité que les syndics revendiquent tous, quel que soit leur ancrage, quelle que soit leur appartenance au segment professionnel d'indépendants ou de groupes. Et puis, leurs difficultés aux agences des groupes comme aux cabinets indépendants, eh bien, elles sont d'ordre organisationnel, d'ordre économique, et elles renvoient notamment, Anne-Claire aussi l'a dit d'emblée, à un problème de turnover important des collaborateurs et un problème de pénurie de main-d'œuvre. On pourrait dire d'une certaine manière que les réseaux et les franchises illustrent très bien ces premiers constats. En fait, qu'ils soient assimilés à la catégorie des groupes, comme Orpi, ou qu'ils soient indépendants, comme Ceinturi 21, eh bien, leurs agences, elles constituent des structures autonomes et au fonctionnement assez proche. Elles tendent même à appartenir à la catégorie des TPE. On n'a pas peur de le dire, c'est un de nos résultats forts. Et à ce titre, elles s'attachent à des conditions d'exercice qui s'avèrent assez peu formalisées et qui s'inscrivent souvent dans un cadre, je dirais, domestique. Alors concrètement, qu'est-ce qui unit l'ensemble des syndics qu'on a pu rencontrer, quel que soit leur segment d'appartenance? À quoi est-ce qu'ils s'attachent et puis en quoi ils se reconnaissent? Alors, d'abord, les syndics, ils sont attachés à la figure du cabinet familial, et je dirais même plus, les cabinets d'origine familiale constituent la catégorie la plus nombreuse. On en retrouve y compris chez les groupes, et notamment au sein des réseaux tels qu'Orpi, dont le modèle de coopérative repose sur l'association d'agences autonomes, qui pour certaines sont d'origine familiale. On en retrouve aussi dans les agences des grands groupes, qui sont souvent issus de rachats, et notamment du rachat d'affaires familiales. Deuxièmement, la gestion de copropriété reste une affaire de famille, dans bien des cas, quand les cabinets ne se transmettent pas de père en fils. Ils impliquent des membres de la famille, des parents, des enfants, des conjoints, des cousins, sinon des proches, des amis ou des enfants d'amis. Et je voudrais faire remarquer que même les créations récentes, elles sont moins nombreuses que les cabinets qui ont déjà une histoire et souvent qui ont déjà plusieurs vies au moment où on les rencontre. Et bien même les créations récentes, elles peuvent répondre à un projet familial. Et les rachats, qui sont également très fréquents chez les indépendants, il faut absolument le souligner, ça va un peu contre les idées toutes faites, eh bien, ils peuvent s'envisager également en famille, ce qui renvoie de nouveau à cette figure de la TPE
à laquelle, d'une manière ou d'une autre, il nous semble qu'on peut associer les cabinets de gestion de copropriété de manière assez générale. Et puis enfin, lorsque la famille n'est pas une ressource pour le cabinet, elle est un état d'esprit que tous partagent, je l'ai dit d'emblée, agences des groupes et cabinets indépendants. Et quand on renvoie à cet état d'esprit, en fait, on marque un peu son attachement à la relation de proximité, que ce soit avec les membres de l'équipe, mais aussi évidemment avec les copropriétaires des immeubles gérés. Ensuite, les syndics, ils campent sur des pratiques qui nous apparaissent assez communes pour constituer leur portefeuille, ce qui est au cœur de l'activité des agences. Et ils rencontrent des difficultés également communes pour gérer ces portefeuilles. Alors premièrement, ils construisent leur portefeuille sur le critère de la proximité. D'une proximité d'abord géographique, d'une proximité aux copropriétés, mais aussi au lieu de vie des collaborateurs pour assurer la présence dans les immeubles, qui est essentielle au métier, sans temps de transport tout à fait excessif. De ce point de vue, ce qu'on peut comprendre, saisir, c'est que le territoire d'implantation du cabinet, il a une empreinte très forte sur le portefeuille, sur ses caractéristiques physiques et sur la sociologie des copropriétés gérées. Par ailleurs, la proximité, elle n'est pas seulement géographique, elle est aussi affective, culturelle, voire communautaire. En fait, il nous est apparu assez évident que nos syndics étaient attachés, alors pas forcément à toutes leurs copropriétés, ils en ont un bon nombre qui leur posent de nombreuses difficultés, mais à un certain nombre de propriétaires. En tout cas, ils mettent beaucoup de cœur à gérer les copropriétés, et d'autant plus lorsqu'ils y sont attachés, parce qu'il y a une histoire commune, il y a du temps, il y a de l'interrelation, il y a de l'interconnaissance, et en gros de l'intuitu personnel, qui est une valeur qui est revendiquée par l'ensemble des syndics rencontrés, qu'ils soient indépendants ou qu'ils appartiennent à des groupes. Donc au final, les portefeuilles de nos syndics, ils sont assez divers, ils sont globalement assez divers, ils recouvrent une très grande diversité de typologies, de sociologie, etc. Ceci étant dit, et ça nous apparaît assez important de le souligner, il se trouve que ces portefeuilles accordent quand même une place en général assez marginale à un certain nombre de copropriétés. Je pense en particulier aux petites copropriétés et aux copropriétés en difficulté, sauf pour une poignée de syndics qui, dans ce cas, font alors un véritable engagement de gérer en fait ces copropriétés qui sont en général jugées assez peu rentables et très complexes. Claire, excusez-moi, 3 minutes, ça vous va pour conclure ? Alors je vais aller plus vite. Comment les syndics recrutent les copropriétés ? Ils ne prospectent pas, vous le savez. Pas même dans les groupes. En gros, l'idée, c'est que les campagnes de marketing des groupes, par exemple, elles sont réalisées d'en haut, elles ne sont pas mentionnées comme source de relations et sont plutôt évoquées pour entrer en relation avec les copropriétés, pour les recruter, le bouche à oreille et le relationnel. Il y a une question de taille qui est jusqu'à quel point est-ce qu'il faut recruter des propriétés ? Est-ce qu'il faut croître ou est-ce qu'il ne faut pas croître ? En fait, on a une sorte de dilemme pour tous, indépendants, groupes, qui tourne autour de la très très forte corrélation qui existe entre la taille de l'équipe et la taille du portefeuille, et autour du fait que pour développer un portefeuille de copropriété, il faut développer son équipe, alors même qu'il est notoire que sur le marché, que le turnover des collaborateurs marque de manière très fréquente la vie de ces structures qui sont les cabinets et les agences de copropriété, et par ailleurs que le marché est marqué par une très très grande pénurie de compétences
les syndics reviennent tous sur ce point absolument central. Du coup, pour beaucoup, l'enjeu, c'est finalement moins de croître que de maintenir son portefeuille, que de maintenir son équilibre. En gros, c'est de maintenir un équilibre qui s'avère souvent assez instable, souvent assez fragile. Alors, je vais essayer d'aller plus loin en prenant des raccourcis. Et peut-être nous dire aussi ce qui constitue la singularité de l'Île-de-France. Et vous êtes une spécialiste de ces questions. Qu'est-ce qui vous a étonné en quelque sorte? Quelles ont été pour vous les découvertes et les éléments vraiment, vraiment nouveaux qu'ont apporté ce travail de recherche? Alors, quant aux spécificités de l'Île-de-France, à l'heure actuelle, étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion d'enquêter ailleurs, je ne pourrais pas en dire grand-chose. Je pense qu'aucune d'entre nous ne pourrait en dire grand-chose, si ce n'est au-delà des idées toutes faites. Alors évidemment, l'Île-de-France se distingue par sa taille hors norme. C'est un marché énorme. C'est un marché très éclaté, mais probablement pas moins qu'un certain nombre de régions, quoi qu'on a souligné, enfin que nos interlocuteurs ont souligné en phase macro le fait que certaines régions étaient marquées par une très très forte concentration de la gestion de copropriété, par un assèchement de l'offre et par sa concentration autour notamment de grands groupes. Et puis après, voilà, la distinction entre l'Île-de-France et d'autres régions, elle peut être marquée sur les caractéristiques des copropriétés en certains lieux, sur la sociologie des copropriétaires, sur des pratiques tarifaires également. On nous a souvent dit que le service se facturait beaucoup plus cher en Île-de-France qu'en province, mais on n'a pas eu l'occasion de le vérifier puisque nous nous sommes penchés sur les pratiques tarifaires propres aux syndics qu'on a rencontrés en Île-de-France. Donc voilà ce qu'on pourrait en dire. Et quant au principal résultat, il tient vraiment, je dirais, à cette communauté de sorts et à l'étroitesse de ces équipes, enfin l'étroitesse, la petite taille des équipes de gestion de copropriété, à la fragilité et à l'instabilité de leur équilibre. En gros, alors si on veut du coup faire la transition avec l'engagement des syndics de copropriété dans la mise en œuvre des politiques publiques telles que la gestion de copropriété en difficulté, telles que la rénovation énergétique, nous, ce qu'on invite à considérer, c'est que s'engager dans une rénovation énergétique, par exemple, c'est bousculer un équilibre qui est déjà un peu instable, un peu fragile. C'est mobiliser des compétences qu'on n'a pas forcément. C'est faire grossir une équipe alors qu'on n'en a pas forcément les moyens, compte tenu donc de ce problème de turnover, ce problème d'attractivité du métier, ce problème de pénurie des compétences. Et voilà. Et il nous semble qu'en fait, cette réalité-là, elle doit être absolument prise en compte pour mieux embarquer, pour mieux accompagner les syndics de copropriété dans la mise en œuvre de politiques publiques. Merci Claire. On y reviendra pendant la partie débat et puis en dialogue avec nos autres intervenants. Alors, Francisca, tu voulais apporter quelques éléments complémentaires en reprenant le fil du PowerPoint? Oui. Ça va être speed. Donc, peut-être juste très rapidement pour faire la transition justement avec les deux autres intervenants. Alors, on l'a répété, le fil rouge un peu pour nous était quand même d'étudier les relations entre syndics et pouvoir acteurs publics. Et donc nous, pour l'Institut Paris Région, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'échelle territoriale. Et donc sur cette échelle-là, notre constat principal était que les relations entre syndics et collectivités territoriales étaient en réalité très très faibles.
même s'il y a quelques exceptions qu'on va voir par la suite, mais que globalement, à l'échelle de l'Île-de-France, les collectivités territoriales et les acteurs publics de manière générale étaient assez peu identifiés comme des interlocuteurs par les cabinets de syndics franciliens et surtout pas identifiés comme des partenaires, et eux-mêmes ne se sentaient pas du tout considérés comme des partenaires ou des interlocuteurs qui pourraient être mobilisés par les communes ou les autres collectivités territoriales. Et donc, comme notre enquête en Île-de-France avait un peu aussi pour objectif de comprendre quelles étaient un peu les conditions, les capacités à faire des syndics pour s'impliquer dans des politiques publiques, de comprendre quelles étaient finalement les conditions qui allaient freiner ou faciliter cette implication-là. Et donc, autour du croisement de ces deux constats, nous avons essayé de sortir quelques recommandations, quelques leviers d'action qui nous semblaient pertinents pour justement renforcer ces relations entre syndics et collectivités territoriales. Et donc, ils se structurent autour des 5 axes que vous voyez ici. Donc, peut-être... juste pour dire que le premier point, il semble peut-être moins intuitif parce qu'il ne concerne pas directement les syndics mais les copropriétaires. Mais un point qui nous a été beaucoup remonté dans nos échanges était la difficulté liée à la faible connaissance par les copropriétaires de leurs droits et de leurs devoirs dans la copropriété, et du manque de sensibilisation aussi qui a été réalisé, surtout pour les primo-accédants par exemple, qui se rendaient peu compte en fait dans quoi ils s'embarquaient en achetant dans une copropriété, et qui devenaient pas seulement propriétaires mais copropriétaires, et que cela s'associait d'un certain nombre d'obligations, notamment financières, pour payer les charges, pour assurer l'entretien, pour payer un syndic, etc., etc., et que finalement cette méconnaissance-là de l'importance des charges et de la gestion était aussi un point de tension et de conflit assez important dans les relations entre le syndic et les copropriétaires, et en même temps un facteur qui pouvait fragiliser les copropriétés, parce qu'effectivement on n'était pas forcément toujours conscient du risque que posaient les impayés, et même on nous a cité des exemples de copropriétaires qui étaient assez... Enfin, des syndicats des copropriétés qui étaient assez réticents à mettre en œuvre des procédures de recouvrement de charges et qui ne se rendaient pas forcément compte à quel point ça bloquait du coup tout projet, tout entretien, toute gestion de la copropriété. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, il y a déjà certaines collectivités en Île-de-France qui sont saisies de ce sujet-là et qui travaillent avec des structures comme les ADIL, les agences départementales d'information pour le logement, aussi avec des associations de protection des copropriétaires comme l'ARC, l'association des responsables de copropriété, pour mettre en place des formations et justement mieux informer les copropriétaires de leurs droits et de leurs devoirs, et des syndics aussi peuvent être associés parce qu'on a aussi rencontré des syndics qui justement interviennent aussi dans des formations à destination des copropriétaires. Donc là-dessus, alors sur le deuxième point, alors effectivement, on s'est rendu compte que là où il existait des relations entre syndics et collectivités territoriales, c'était généralement sur des territoires qui s'étaient emparés depuis assez longtemps de la question du parc privé, de son accompagnement, de son observation. Et que du coup aussi cette importance d'associer les syndics aux dispositifs, que ce soit pour le redressement des copropriétés en difficulté ou l'accompagnement de la rénovation énergétique, de les associer aussi en amont à la construction de ces dispositifs, parce qu'en réalité les syndics, ils ont des choses à apporter, ils ont une connaissance de leur parc, ils connaissent les difficultés, et donc ils peuvent aussi être un apport d'information très précieux pour les collectivités, et en même temps les identifier en amont permet aussi de faciliter ensuite le suivi des dispositifs mis en place. Sauf que pour faciliter ces relations-là, les collectivités doivent avoir des interlocuteurs bien identifiés, compétents, avec des bonnes connaissances sur la copropriété, pour que le syndic il sache exactement à qui il peut s'adresser. Et là, on voit qu'on a parlé beaucoup des difficultés de recrutement qu'ont les syndics, mais en réalité, on voit que ce constat, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, en fait, tous les métiers qui travaillent dans l'accompagnement des copropriétés sont en difficulté de recrutement, que ce soit dans les collectivités, que ce soit les agences locales de l'énergie et du climat, que ce soit les opérateurs de l'ANA, que ce soit des bureaux d'études spécialisés dans la copropriété, parce qu'en fait tout le monde est un peu confronté à ce même manque d'attractivité de la copropriété. On peut notamment citer l'exemple des assemblées générales en soirée. Donc au bout d'un moment, quand on doit passer la moitié de ces soirées dans l'année dans les assemblées générales, c'est pas forcément non plus hyper attractif pour tout le monde. Donc
Donc il y a aussi cet enjeu en fait de renforcer de manière générale ce qu'on appelait des professionnels de la copropriété qui manquent finalement un peu partout. Et donc là aussi la copropriété qui est un peu le parent pauvre aussi dans beaucoup de formations initiales. Que ce soit dans les écoles spécialisées sur l'immobilier, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans le droit. Et là, un besoin aussi de vraiment renforcer cette composante-là dans les formations initiales. Et il y a des initiatives intéressantes que nous analysons dans le rapport, que je ne vais pas illustrer ici, à Lille, à Toulouse par exemple, où des fédérations de l'immobilier ont aussi travaillé avec des universités publiques pour créer des cursus spécialisés et renforcer justement cette dimension-là. Donc voilà, donc je ne vais pas détailler tellement les autres points. Peut-être juste sur le dernier qui me semble aussi intéressant que notamment pour les syndics que nous avons rencontrés qui sont très engagés dans l'accompagnement des copropriétés dégradées et en difficulté, il y en a un certain nombre qui nous ont témoigné d'un certain sentiment d'isolement, où finalement ils ont peu d'occasions pour échanger avec d'autres confrères qui sont spécialisés sur le même type de parc, et qu'ils aimeraient bien avoir justement des réseaux d'entraide spécifiquement pour des syndics qui accompagnent des copropriétés en grande difficulté, pour partager aussi les méthodes, les outils, les difficultés. Et je pense là-dedans aussi, les collectivités peuvent avoir un vrai rôle d'animateur de ce genre d'espace d'échange entre syndics qu'ils ont identifiés sur leur territoire, et de laisser de l'espace justement dans les groupes de travail ou les groupes de suivi des dispositifs de redressement pour que les syndics aussi puissent exprimer leurs besoins et leurs difficultés et avoir ce temps de mise en lien et de mise en relation. Voilà. Et sinon, vous retrouvez aussi plus en détail l'ensemble de ces propositions dans le rapport. Merci beaucoup, Francisca. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui un élu, Monsieur Laguilly. Vous êtes adjoint au maire de Noisy-le-Grand, délégué à l'habitat, au schéma directeur foncier et au grand projet. Vous êtes aussi conseiller territorial à Grand Paris Grand Est. Noisy, c'est 70 000 habitants, Grand Paris Grand Est, 410 000 habitants, donc des collectivités de poids dans l'Île-de-France. Et donc, on va vous donner d'abord la parole avant de la passer à Laurence Chanlois, qui est syndic et responsable de l'agence. Alors, j'avais noté Foncia Marne-la-Vallée, mais bon. Je fais partie de Marne-la-Vallée, mais je suis voilà. de Ponto. Et vous êtes... Voilà. Et donc, Monsieur Chanlois, d'abord, on peut dire que... pardon, Monsieur Laguilly, excusez-moi. Monsieur Laguilly, la ville de Noisy-le-Grand est très investie. Dans l'appui aux copropriétés, vous travaillez avec les copropriétés. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement qu'est-ce que vous faites, quels sont pour vous les enjeux, quels sont les apports de cette relation partenariale avec les syndics de copropriété, dont Foncia? Donc, je vais essayer d'être bref, parce que je pense que je pourrais parler du sujet pendant des heures. Une dizaine de minutes, si c'est possible. Non, je vais être bref. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de réalité économique, c'est un vrai sujet quand même. En fait, le rapport entre les honoraires perçus en Paris intramuros et une ville de province, petite ville, c'est 1 à 5. Le rapport entre les honoraires en Paris intramuros et une ville de banlieue, enfin un immeuble de banlieue, pardon, c'est 1 à 3. Donc ça donne quand même des notions. Alors effectivement, il y a la taille des immeubles, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça donne quand même quelques informations. Ensuite, ce qu'on pourrait dire... alors, de ce métier obscur et controversé qu'est le métier de syndic, en fait, c'est un métier de généraliste. Et c'est ce qu'on oublie très souvent. Donc, en fait, il est en face de multiplicité de problèmes, que ça va des relations sociales, des relations techniques, des relations économiques. Il est aussi pris pour un percepteur. Hein. Et donc, tout ça, finalement, ça crée souvent une problématique de relation entre les copropriétaires et l'administrateur de biens. Alors, les copropriétaires, en fait, les villes, on a nous travaillé, à tort peut-être, hein, on a travaillé, comme de nombreuses associations, à créer un tissu de relations avec les résidents des villes. Donc, par exemple, à Noisy-le-Grand, on a créé un club copro, donc dans lequel on a animé à travers souvent des conseillers syndicaux qui sont investis dans la gestion de leur copropriété, des relations avec la ville, et sur différents sujets,
sur l'habitat, sur la rénovation thermique, sur les problèmes sociaux, sur les problèmes financiers, sur les problèmes économiques. Et donc, la ville organise des micro-séminaires, si je puis dire, ou des soirées d'information sur différents sujets, dans lequel, d'ailleurs, on invite souvent des syndics. Alors, le syndic, vous l'avez dit tout à l'heure, le soir, il est pris, dans la journée aussi. Donc, c'est compliqué, effectivement, quelquefois, de faire venir. Et je parlerai tout à l'heure du gestionnaire, parce que on parlera du sujet du métier. C'est quand même une problématique de les faire venir à ce type de réunion. Donc la ville, elle a initié avec les copropriétaires des relations d'information, d'explication des politiques publiques et de tous les enjeux sur l'habitat dégradé, sur les petites copros. D'ailleurs, sur les petites copros, vous l'avez fait signaler tout à l'heure, c'est que vous avez noté tout à l'heure, je crois de mémoire, que la moitié des copropriétés n'avaient pas de syndic, enfin, si j'ai bien noté. En fait, c'est souvent des petites copropriétés. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, car, en fait, bien évidemment, en Ile-de-France, vous pourrez remarquer que l'habitat dégradé, il est souvent dans les petits ensembles. Et les immeubles qui ne sont pas réhabilités thermiquement, par exemple, c'est souvent des petites copropriétés avec des vraies problématiques. Et en fait, ça va un petit peu de pair. C'est qu'en fait, en face, il n'y a pas forcément d'administrateur de biens ou de syndic. Et vous avez des bénévoles, vous avez peut-être des petits cabinets qui délaissent un peu les petites copropriétés, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ça c'est un vrai sujet. Et nous, on a beaucoup travaillé aussi dans notre club à essayer de faire venir ces gens. Alors là, pour les coups, c'est difficile de les mobiliser parce qu'ils ne sont pas organisés, il n'y a pas de conseil syndical. Donc en fait, il faut essayer de les connaître, de les découvrir. Donc c'est toute une organisation à mener par les agents villes. Et en fait, c'est compliqué, c'est chronophage. Et ça prend énormément de temps. Et en fait, aujourd'hui, on peut quand même estimer... Alors nous, on n'a pas beaucoup d'habitats dégradés sur notre commune, c'est une ville assez récente, mais on peut imaginer des villes qui ont des vraies difficultés à mobiliser ces copropriétaires sur les enjeux de la réhabilitation thermique ou de l'habitat dégradé des petites copropriétés. Alors, ensuite, la grande difficulté, vous l'avez dit, il y a quand même une... Donc le métier c'est un peu concentré, puis finalement après les indépendants ont peut-être repris la part du marché, vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, dans les groupes quand même il y a un back-office, il y a une véritable formation, il y a un suivi des collaborateurs qu'on a quand même moins chez les indépendants. Alors même si le patron familial, vous avez fait remarquer la particularité de cette profession, enfin c'est madame, en fait, il s'implique certainement, mais je veux dire, mener son entreprise, mener ses collaborateurs, les former lui-même, enfin, c'est toute une organisation qui est compliquée. Et donc là, je pense qu'il y a des enjeux qui sont quand même différents entre les groupes qui ont ce back-office et les indépendants qui ne l'ont pas forcément, même s'ils font partie d'organismes professionnels. Mais c'est quand même difficile des fois de toucher celui qui gère l'immeuble, j'y reviendrai tout à l'heure, le gestionnaire de copropriété. Parce que vous avez quelquefois de la formation sur les patrons, mais pas forcément, ça descend pas forcément en bas sur celui qui gère finalement un portefeuille et qui va gérer le quotidien avec les copropriétaires. Donc là aussi, un véritable enjeu. Je pense que nous, ville, on avait commencé à initier des relations avec les syndics à travers des ateliers de formation, notamment sur la réhabilitation thermique des copropriétés. On peut imaginer que quand on a fait ces formations, on l'a fait finalement avec des patrons d'agence ou des représentants de groupe, mais ça serait nécessaire effectivement d'avoir une vraie animation avec ceux qui sont au quotidien en face des clients, c'est-à-dire les gestionnaires de copropriété ou les principaux de copropriété. Enfin, pas où. Alors, les axes qu'on pourrait dire sur comment faire pour effectivement les impliquer et les amener dans ces politiques publiques. Alors, vous l'avez dit, il y a ce problème de temps. C'est vraiment un problème qui est une vraie tracasserie dans cette profession. C'est qu'ils sont tellement multi-azimuts et généralistes, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est des fois difficile de prendre du temps pour aller faire de la réhabilitation. La réhabilitation, c'est quoi ? C'est des travaux. Là, moi, j'ai un exemple d'une copropriété de 400 logements. On a mis 10 ans à sortir d'un POPAC puis d'un OPA. Alors, vous imaginez, le gestionnaire a déjà changé 3 fois, le patron est le même. Mais en fait, c'est un casse-tête avec une réglementation qui n'arrête pas de changer. Et donc, en fait, ça, c'est des vrais enjeux. Je pense que la ville
doit être formatrice sur ces sujets avec l'État, sur ces problématiques, avec l'ANA et puis avec tous les partenaires qui sont sur l'habitat. Donc, ce qu'on va certainement initier prochainement, alors on a commencé à l'initier, c'est d'animer un club syndic. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire en sorte que ces gestionnaires prennent un peu de temps. Alors, peut-être dans le cadre de leur formation, vous savez que les administrateurs de biens, les syndics professionnels, ils ont une obligation de formation professionnelle. Alors, dans les groupes, c'est souvent dirigé par le back-office, mais après, vous avez des systèmes qui permettent de faire la formation. Et nous, ville, je pense qu'on va chercher à trouver le moyen d'aller les rencontrer à cette époque-là, si je puis dire, dans leurs obligations de formation, et donc de créer d'initier le club à travers cette formation. Donc, les sujets qui seront traités, c'est quand même la problématique de la petite copropriété, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'habitat dégradé, des copropriétés en difficulté, ça c'est un sujet, et puis de la réhabilitation thermique des copropriétés, on en parle depuis le Grenelle, alors ça commence à faire plus de 30 ans, et on a toujours un nombre d'immeubles qui a une nécessité de se réhabiliter, avec des enjeux d'étiquette plutôt EFG, et malheureusement, on a encore beaucoup d'ensembles immobiliers à rénover. Il y a eu beaucoup de choses de faites dans l'habitat social, et beaucoup moins finalement dans l'habitat privé. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement, on n'a pas assez associé les professionnels. Et encore une fois, pour un professionnel, je pense que Madame va en parler, mais c'est un vrai stress. La réhabilitation, les travaux dans la copropriété, c'est déjà stressant. Mais les travaux, la réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier, c'est le parcours du combattant, quoi, pour un professionnel. Et ça, je pense que les villes ont tout intérêt à les fédérer, à les associer, à les accompagner surtout pour mener à bien ces réhabilitations. Alors, pas seulement dans les copropriétés en difficulté, mais même dans l'ensemble des copropriétés et dans les toutes petites copropriétés pour aller toucher les gens qui finalement ne sont pas gérés ou se gèrent eux-mêmes. Est-ce que votre démarche essaime, est-ce qu'elle essaime à l'intérieur de l'intercommunalité? Est-ce que vous êtes aussi en relation avec d'autres collectivités franciliennes ou d'autres opérateurs Alors, elle essaime dans le pavillonnaire, j'en parlais tout à l'heure avec votre directeur. Dans les copropriétés, en fait, on a des dispositifs qui finalement sont pas encore assez globaux, même au niveau territorial. Là, je parle de Grand Paris Grand Est, donc l'Est francilien, on va dire. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut qu'on s'améliore encore. Je pense qu'il faut aussi qu'on lance une dynamique. En fait, on s'aperçoit que les villes, bien souvent, quand on trouve des procédés qui sont intéressants, qui sont suivis par les résidents et les habitants des villes, eh bien, on y trouve un intérêt et finalement, ça fait une synergie. Je pense que ça se développe ensuite. Et c'est difficile, si vous voulez, par exemple, de faire des réunions intervilles sur ces sujets, parce que les problèmes, vous l'avez dit tout à l'heure, déjà les acteurs, des fois, sont locaux. Alors, bien sûr, vous avez des groupes qui essaiment dans plusieurs communes, mais je pense que, en fait, on peut regrouper peut-être 2, 3 villes, mais tout un territoire, finalement, c'est pas les mêmes interlocuteurs. Donc, je pense que ça a essaimé, effectivement, à travers du territoire, mais on peut pas imaginer, par exemple, au niveau du territoire, ou voire au niveau de la métropole, ce qui est encore plus gigantesque, de faire des opérations uniques, parce qu'on finalement, on va pas toucher les gens. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le tissu, il est assez local, finalement. Et donc, si vous touchez pas le tissu des professionnels locaux, vous allez rater le lien entre la collectivité et les gestionnaires, voire les patrons d'agence ou les directeurs de cabinet. Donc ça, je pense que c'est un véritable enjeu. Je pense que l'un des intérêts, pour faire vite, parce que la réhabilitation thermique, c'est un vrai sujet, par exemple. Pour faire vite, je crois que la bonne chose, c'est d'initier l'opération à travers la formation, de le faire au niveau d'une micro-collectivité, une réunion de 3 communes, par exemple, et puis d'y associer tous les professionnels qui travaillent sur le secteur.
Vous savez, quand vous touchez 150 000 foyers, finalement, vous allez avoir énormément de gestionnaires qui vont intervenir dessus. Un gestionnaire, grosso modo, c'est 1500 logements, donc c'est un véritable enjeu, je pense. Merci. Laurence Chanlois, est-ce que vous vous reconnaissez dans le portrait qui a été fait des syndics? Complètement, absolument. Monsieur Laguille a complètement raison. Alors c'est vrai que moi je travaille à Ponto, mais mon portefeuille est sur Noisy-le-Grand. J'ai une grosse majorité de grosses copropriétés sur Noisy-le-Grand. Donc il y en a une qui passe en rénovation énergétique là. C'est un investissement du gestionnaire, quel que soit le gestionnaire. Si on ne s'investit pas, on n'y arrivera pas. Si on n'est pas entouré des bonnes personnes, comme l'architecte, l'opérateur ANA, tous ces gens-là, on n'y arrive pas non plus. On a besoin de tout le monde. Là, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on n'a que la Caisse d'épargne qui propose les prêts collectifs, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La rénovation énergétique, c'est bien, mais il y a l'aspect financier pour les copropriétaires. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à finir le mois. Donc c'est très compliqué. Si nous, on n'est pas investi et si on n'a pas l'aide des gens de la commune pour nous aider aussi à monter ce projet, parce qu'on ne peut pas le faire seul, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il nous faut le meilleur opérateur ANA. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, la petite chose que j'aimerais, c'est avoir aussi l'ANA en direct pour qu'on m'explique un petit peu comment tout ça se passe. Parce que l'opérateur nous explique, mais c'est bien d'avoir tout de suite en premier le système réel, de comprendre, parce que souvent on nous dit oui, les subventions sont débloquées 6, 7, 8 mois, 9 mois après. Enfin, tout ça, on a du mal à le comprendre. Et c'est des gens qui font le lien, mais souvent on oublie des petites phrases ou des petites choses. Voilà, moi j'aimerais bien avoir en direct quelqu'un de l'ANA. Alors, je sais que c'est compliqué d'avoir des gens de l'ANA en direct pour comprendre tout ça, mais effectivement, moi je suis complètement d'accord. Et par exemple, à Noisy-le-Grand, moi j'ai un sujet important. Je travaille avec une personne de la mairie de Noisy-le-Grand parce que j'ai 2 copropriétés qui ont été faites par un architecte qui existe encore aujourd'hui, qui nous met un peu des bâtons dans les roues, qui s'appelle Monsieur Siriani, qui est très connu, qui a 2 belles œuvres à Noisy-le-Grand, mais qui aujourd'hui ont 50 ans et se dégradent au fur et à mesure parce que monsieur ne veut pas qu'on fasse une petite rénovation sur ce bâtiment. Donc heureusement que la mairie de Noisy-le-Grand nous aide là-dessus pour avancer sur ce projet-là, parce que les gens qui habitent dedans, c'est quand même 300 logements, donc les gens qui habitent dedans subissent toutes ces dégradations. Donc là, voilà, il faut qu'on soit, nous, et quel que soit, qu'on soit gros groupe ou petit syndic, il faut absolument qu'on soit partenaire avec nos mairies. Pour moi, c'est primordial. Sinon, on ne peut pas travailler correctement. On ne peut pas, sauf erreur de ma part. Et puis après, l'investissement pour la rénovation énergétique, moi, pour ma part, ça a été 3 réunions publiques. Des réunions publiques, c'est de 18h à 22h. D'accord ? Nous, on commence à peu près à travailler, on va pas se cacher, à 8h du matin. Donc effectivement, quand on a en plus des propositions par les communes pour participer à une réunion, on se dit ouais, encore une, voilà, encore une. Et moi, à mon sens, pourquoi il y a autant de turnover dans ce métier ? C'est parce qu'on n'a pas la reconnaissance de notre métier non plus. On fait beaucoup de choses, énormément de choses. On essaie d'apporter un maximum d'informations pour l'ensemble de nos copropriétaires. Oui, il y a parfois des liens qui se créent, des liens d'amitié, des gens qu'on voit en extérieur. C'est obligé. On ne peut pas gérer une copro pendant 10 ou 15 ans et ne pas avoir un contact, ne serait-ce qu'avec notre conseil syndical. C'est obligé, sinon on ne peut pas travailler. On peut pas. Il y aurait un turnover sans cesse. Et je pense que la reconnaissance de ce métier, si on l'avait un petit peu plus, déjà, je pense qu'on aurait peut-être plus de candidats. Aujourd'hui, ce qui est important aussi à mes yeux, c'est toutes ces écoles qui nous forment des alternants. On a beaucoup d'alternants, beaucoup plus que pendant un moment où il n'y en avait plus du tout. Là, ça revient un petit peu crescendo. Moi, je suis super contente de former des petits jeunes à qui je vais donner le relais. J'en suis au 3e, j'en ai encore 2 aujourd'hui dans l'agence. En comptabilité copro, c'est aussi un métier important. Et en gestionnaire. Moi, je trouve ça très, très bien. On les emmène partout, on leur montre ce qu'est le métier. Mais après, encore une fois, moi, j'adore ce que je fais. J'adore mon métier. Quelle que soit l'enseigne, j'aime mon groupe. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, je suis très bien dans mon groupe. Par contre, j'ai la chance d'être dans une petite agence. Il y a une entité au-dessus de ma tête, mais le relationnel qu'on a, nous, avec nos clients, on est 5 gestionnaires, les collègues, on s'entend toutes très bien. Et peut-être ce côté familial un petit peu fait que, même si l'entité est Foncia, les gens sont quand même bien accueillis encore dans notre petite agence. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Le relationnel, tout est là, le relationnel. Et je pense que là-dessus, c'est une des choses
allez, on va dire 70% de notre travail, c'est ça, le relationnel. Voilà. Oui, allez-y. Ouais, je voudrais ajouter très rapidement. On a un dispositif pendant les JO qui, c'est pour vous donner un exemple sur l'implication entre les professionnels et les villes. On a un dispositif qui s'appelait Marne Propre, puisque pendant les JO, on devait avoir une rivière Seine, qui allait d'ailleurs se déverser dans la Seine pour les Jeux Olympiques. Et donc, on a eu des aides colossales pour arriver à assainir les immeubles et les réseaux. Et on a eu des aides qui allaient au-delà de 80% du coût des travaux, alors que ça fait des années qu'on essaye de faire ces réhabilitations. Eh bien, malgré l'implication de la collectivité, du territoire, puisque là, on était tous ensemble sur le bassin versant de cette Marne, eh bien, on a réussi à juguler le problème qu'à 70% en 4 ans. Donc, vous voyez, les enjeux sont énormes. Et en fait, je suis sûr qu'il y a des professionnels qui n'ont pas l'info. Ils n'ont pas eu l'info qu'il y avait des aides. On a même eu des travaux à la fin, entre mai et juillet 2024, qui étaient quasiment gratuits sur les réseaux d'assainissement entre les pluviales et les eaux usées. Et on a réussi à en faire pas assez. Donc, vous voyez, ça vous prouve les problématiques. Là, on n'est plus dans la réhabilitation thermique, c'est de l'assainissement. Eh bien, on voit les difficultés, donc faute de moyens aussi, hein, puisque dans les villes, nous, on a 3 agents villes qui travaillent sur l'habitat, pour, vous l'avez dit, 70 000 habitants, enfin en équivalent à 80 000 avec nos QPV. Mais en fait, les moyens sont pas suffisants, et ça, c'est un vrai sujet. Donc, il faut surtout pas qu'on rate ces problèmes de relations entre les professionnels et les collectivités locales. Madame Chambois, j'aurais aimé vous entendre. Enfin, un des résultats de l'étude, c'est que l'organisation des cabinets actuels, avec ces questions de RH, ces questions organisationnelles, je cite, ne permet pas aux syndics de faire face à une augmentation et à une charge importante des projets de rénovation de leur parc, notamment. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous attendriez en termes de renforcement sur le plan, ou de changement sur le plan organisationnel, sur le plan RH? Je pense que nous, déjà, je pense qu'il faudrait des gens dédiés spécialement à cette rénovation énergétique. Voilà, ça, pour moi, c'est primordial. Il faut qu'on ait petit ou gros cabinet, mais il faut qu'on ait une personne qui soit dédiée à ce métier, parce que pour moi, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. Moi, j'ai beaucoup appris avec les entreprises, j'ai beaucoup appris avec l'architecte. Maintenant, il faut un bon architecte, un bon bureau de contrôle. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en place à côté de cette rénovation énergétique, parce que la rénovation énergétique, si on pouvait claquer des doigts, c'est très bien. Maintenant, il faut tout mettre en place, il faut tout connaître. Et pour nous, gestionnaires, c'est quand même énormément de travail. Alors là-dessus, on va pas rechigner, parce que je pense qu'on est, si j'ai des confrères et des consoeurs dans la salle, je pense qu'on est tous partis pour faire ça. Mais néanmoins, il nous faut une formation bien spécifique quand même. On peut pas s'inventer ingénieur du bâtiment ou là ça va pas, on sait pas faire, on sait pas, c'est pas possible. Nous, quand on était gestionnaire, on nous a dit voilà, il faut gérer la loi de 65, etc., etc. Tout ça, on sait faire. Mais après, au-delà, on n'a pas les capacités. Donc pour moi, il faut créer vraiment soit un pôle, soit une personne dédiée à ce type de travail supplémentaire que nous impose le législateur. Alors c'est vrai, moi j'en ai réussi une à Noisy-le-Grand, parce que c'est aussi quelque part la relation qu'on doit avoir avec la commune, c'est aussi l'image qu'on va donner de la commune. C'est-à-dire que cette commune fait attention à tous ses bâtiments, elle les rénove, c'est une belle image aussi pour eux, parce qu'il faut pas l'oublier quand même que quand on voit un endroit un peu laissé à l'abandon, on n'a pas franchement envie d'aller habiter là-bas. Maintenant, voilà, c'est celle que moi j'ai fait voter en juillet dernier, c'est quand même 6 millions d'euros qu'on fait voter à nos copropriétaires. À côté de ça, effectivement, l'ANA, l'opérateur ANA, qui m'était dédié à récupérer un petit peu plus de 2,5 millions de subventions. Donc ça aide, effectivement. Mais encore une fois, ça a été 2 ans de travail avec des réunions importantes avec le conseil syndical. Parce que le conseil syndical, c'est un investissement pour lui aussi. C'est souvent, en plus de ça, des personnes un peu
âgées parce qu'on dit elles ont le temps, quoique. Hein. Souvent, elles sont plus prises que quand elles étaient dans le cadre du travail. Mais il faut leur faire entendre, leur faire comprendre, etc. Tout le bénéfice qu'elles vont en avoir, et notamment sur le budget de fonctionnement après de la copropriété, puisque de fait, il va régulièrement descendre. Mais encore une fois, c'est un investissement personnel. Soit on aime ce qu'on fait, c'est très, très clair. Hein. Soit on est gestionnaire parce qu'on aime ça. C'est un petit peu comme l'infirmière, hein. C'est une vocation. Si on n'aime pas ça, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas tout ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et je pense que ce métier de rénovation énergétique, à mon sens, il faut vraiment des gens dédiés pour ça. Après, on apporte aussi notre pierre à l'édifice, mais si on ne le prend pas en charge, si on n'arrive pas à s'imprégner de tout ça, et encore une fois, si on n'a pas tous ces partenaires autour de nous, on peut pas amener tout le monde pour aller voter, pour aller mettre ça en place et faire cette rénovation énergétique comme on nous le demande aujourd'hui. Est-ce que dans votre groupe, il y a aujourd'hui une réflexion qui va dans ce sens, le fait de constituer des pôles Oui, chaque mois, nous, on a une formation qui s'appelle le Café Rénov'. C'est en visioconférence. Donc, on participe. On a des acteurs aussi qui interviennent, donc comme les architectes, les bureaux d'études, les opérateurs ANA, etc. On peut participer, hein, c'est ouvert, on peut interroger. Voilà, chaque mois, toutes les fins de mois, on a ça. Après, je fais partie d'un groupe qui nous donne toutes les formations nécessaires. On a été reconnu cette année formateur, donc ça nous donne encore un petit peu plus de performance sur nos confrères. Mais on a une formation à peu près une fois par mois sur tous ces projets de rénovation énergétique, sur toute la législation entre la loi Allure et la loi Elan. Il ne faut pas les oublier, parce qu'on tourne des pages tout le temps. Chaque changement de gouvernement, on a un petit grain de sel qui vient mettre un petit peu plus. Voilà. On explique aussi régulièrement pendant les assemblées générales, on rappelle à nos clients, en tout cas moi je le fais, qu'on est aussi copropriétaire, hein, souvent, donc on a les mêmes charges qu'eux. C'est important de leur dire que ce qu'on leur explique, on le connaît parce qu'on le vit aussi. Sinon on n'y arrive pas. Voilà. Mais c'est un métier, hyper prenant, il faut. Moi, je trouve ça très très bien socialement. Et puis après, parce qu'on travaille aussi avec des avocats, avec des notaires. C'est un métier qui ouvre des portes sur plein de sujets, Voilà. Merci. Oui, Claire. Peut-être juste pour revenir à ce résultat qui tourne autour de l'instabilité, de l'équilibre des entités que forment les cabinets de gestion de copropriété. En fait, on a pu repérer effectivement à travers nos deux enquêtes d'ailleurs, l'enquête macro et l'enquête plus micro à l'échelle des cabinets dans le contexte francilien, qu'il y avait un certain nombre de relais, alors qui s'organisaient soit effectivement à l'échelle des groupes, sous la forme de formation, mais aussi à travers l'affectation, notamment à la question de la rénovation énergétique, de certaines compétences, des recrutements ad hoc, etc. Enfin, il y a tout un tas de démarches qui sont faites en faveur de la rénovation énergétique. Les indépendants, ils sont évidemment beaucoup plus isolés, mais un certain nombre d'entre eux font partie pour autant de réseaux qui peuvent aussi fournir cet accompagnement à la rénovation énergétique. Mais pour autant, au quotidien, la réalité, elle est un peu celle que j'ai décrite. Et en l'occurrence, ce qui nous a semblé assez évident, c'est que quand il y a une surcharge de travail, alors qui est liée soit au départ d'un collaborateur, soit à l'arrivée de copropriété à effectif constant, soit à l'engagement d'une rénovation énergétique, ce qu'on a observé, c'est que cette surcharge, bien souvent, elle était reportée sur le patron, sur le manager, enfin, sur le syndic, qui est absolument sur tous les fronts, qui pilote l'activité, qui anime les équipes, qui développe l'activité, mais qui aussi transmet le métier, forme sur le tas. C'est une valeur assez centrale au sein du groupe professionnel, qui fait un travail de veille, d'information, qui aide aussi les collaborateurs en difficulté. Enfin voilà, en fait, en gros, le syndic
qui en général est gestionnaire de formation, pas toujours, mais en général quand même, porte en fait l'effort qu'il faut consentir à l'échelle de la structure que représente le cabinet, l'agence, pour s'engager dans notamment ces travaux de rénovation énergétique, dont par ailleurs on souligne dans le rapport qu'on n'a pas encore trouvé tout à fait le modèle économique avec ce système de diagnostic, de prévision, etc., enfin de montage du projet qui n'est pas rémunéré en tant que tel. Et donc voilà, il y a aussi un enjeu qui consiste à trouver le bon modèle économique pour financer et rémunérer le travail que suppose l'accompagnement, l'engagement dans la rénovation énergétique notamment. Alors, merci Claire. On va passer à la phase d'échange avec vous. Les règles du jeu sont très simples. Vous levez le doigt, vous manifestez votre souhait de poser une question, faire une remarque, vous vous présentez. Je précise que l'événement est enregistré, qu'il y a ensuite un podcast qui est mis en ligne sur notre site web avec un lien sur l'ensemble des ressources dont on vous a parlé, dont les études qui sont faites aujourd'hui. Et je le rappelle, qui sont menées en partenariat avec le PUCA. Et à ce titre, j'excuse Eva Simon, qui est la coordinatrice du programme de recherche côté PUCA, qui est aussi passionnée et spécialiste des questions de copropriété, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui s'en excuse. Voilà, alors, qui souhaite poser une question ou faire une remarque? Monsieur. François Noisette, consultant en stratégie urbaine. Premier, c'est un étonnement. Dans les propositions, je ne vois pas la marche de assistant à maître d'ouvrage, valorisation patrimoniale, etc. On parle rénovation énergétique, mais il y a les bandes de recharge, il y a énormément d'enjeux aujourd'hui dans les copropriétés, notamment les moyennes, les petites, par rapport à ces questions d'une vision plus long terme. Et on a une division des métiers avec le syndic qui se focalise quelque part, enfin, je dirais, c'est peut-être une mauvaise lecture et ça dépend des agences évidemment, hein, sur la partie vraiment gestion de la copropriété. Et puis on a inventé le métier des opérateurs ANA qui, eux, sont rémunérés, mais on oublie qu'en fait, on aurait pu demander au syndic d'être les opérateurs ANA et de les rémunérer pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a explosé le système avec des syndics qui restent purement gestionnaire juridique, enfin quelque part. Enfin, ils passent des contrats avec tout un paquet de gens. Et la montée en compétence de ce métier, qui est d'abord un métier de gestion de patrimoine immobilier, au profit effectivement d'un client, qui est un syndic de copropriété, mais à la limite, c'est le même métier si vous faites ça pour le gestionnaire d'un propriétaire de son immeuble. Je veux dire, et dans lequel, là, à ce moment-là, la fonction de gestion patrimoniale, etc., va bien être intégrée. Avec, quand vous gérez une tour de bureau, vous n'oubliez pas ces composantes-là. Vous êtes client, on vous demande de valoriser votre tour. Et je pense que là, c'est un mot que j'entends pas dans les propositions, alors qu'il me semble crucial si on veut aller au-delà de la rénovation énergétique. D'ici 10 ans, il faut mettre des bornes de recharge sur toutes les places de stationnement dans toutes les copropriétés de France. Ça, c'est un autre débat, je pense. Mais oui, on peut que des voitures électriques. C'est un autre débat. Et puis les vélos. Et puis, etc. Et les poubelles. Et puis, parce que quand on augmente le tri, maintenant les poubelles sont dans les couloirs d'entrée des copropriétés. Enfin, quand c'est des petites copropriétés. On a plein de sujets de ce genre. Et ça, c'est de la valorisation patrimoniale. C'est pas seulement de la gestion. Merci. Donc, élargissement, en tout cas, des enjeux et des problèmes et des questions auxquelles vous êtes confrontés. Alors, moi, j'avais vu... Peut-être on va prendre 2-3 questions avant de revenir vers vous. Et ça nous permettra de mutualiser. Donc... Oui, bonjour, Dan Mosba. Je travaille aujourd'hui chez un promoteur immobilier, mais il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai beaucoup œuvré dans le domaine de la rénovation énergétique des copropriétés, du côté d'une collectivité. Et la première remarque que j'aimerais faire, c'est alors un peu dans le sens de monsieur, hein, le résultat auquel vous arrivez, côté recherche et analyse,
c'est que dans l'environnement de la rénovation énergétique, au sens de l'environnement, au sens des acteurs et des moyens mobilisables, les syndics restent un acteur relativement faible et fragile. Et ce qui est ennuyeux, parce qu'en fait, on a une addition d'acteurs faibles et fragiles. Hein. Les conseils syndicaux sont des acteurs aussi peu structurés par définition, etc. Donc voilà, première remarque, j'ai l'impression que ce constat-là est ancien et que les choses évoluent probablement lentement, ou peu, ou difficilement. Et un peu dans le sens de monsieur aussi, je me demande si côté analyste et côté professionnel, vous avez constaté au sein des syndics une prise de conscience en matière de transition écologique au sens large. Et je le dis d'autant plus aisément que dans le domaine de l'immobilier et de la construction, il y a eu un vrai tournant ces dernières années. Tout le monde aujourd'hui s'intéresse à la question de la construction bas carbone, à la transition écologique et environnementale, à la transformation du bâti et notre approche de l'immobilier au sens large. Est-ce que cette dimension est-ce que cette approche un peu plus large dans laquelle pourrait s'insérer la rénovation énergétique, et à ce moment-là elle s'insérerait de manière plus fluide, est-ce que cette transition écologique là aujourd'hui est à l'ordre du jour, ou est-ce que les syndics restent effectivement un acteur tourné d'abord vers la gestion juridique et comptable? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, monsieur, on prend une dernière intervention et puis on redonne la parole. Bonjour, André Clérec. Donc moi je suis copropriétaire et syndic dans un syndic coopératif mais qui n'est pas du Matera ou autre. Et je m'intéresse à la rénovation énergétique de ma petite copropriété de 20 copropriétaires, qui est effectivement pas intéressante pour les métiers de syndic. C'est pas c'est vrai qu'on est, ça a été rappelé. Et je voudrais simplement rappeler, donc j'ai un peu dans le sens un peu de la notion de projet et ouverte au-delà du métier de syndic, qui est effectivement un métier de gestionnaire. Mais c'est que je souhaite rappeler simplement que le maître d'ouvrage, c'est une assemblée générale de copropriétaires. Et effectivement, le syndic n'est qu'un sous-traitant de cette assemblée. Et donc le problème il est là. Former ou informer, impliquer les conseils syndicaux dans toutes les problématiques des copropriétés. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Vous pouvez vous présenter en 2 mots? Bien sûr. Bon, aujourd'hui, je suis une heureuse retraitée, hein, donc ça laisse un peu de temps. J'ai été une 20aine d'années présidente d'un conseil syndical d'une copropriété. Alors, on avait un syndicat principal, un syndicat secondaire, mais en gros 480 lots, avec 2 syndics. Bon, dans la pratique, je vais faire très très court. Les difficultés, je trouve qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que on a des syndics qui sont complètement noyés, qui ont du mal à faire face au quotidien. Donc, quand on demande, par exemple, de renégocier un contrat, bon, voilà, c'est compliqué. Donc, la rénovation énergétique, c'est une obligation qui aujourd'hui, je dirais, les met au pied du mur. Hein. Ils ont attendu, et puis il y a quand même des dates limites sur les DTG, etc. Donc, ils sont obligés de faire. On a aussi des conseillers syndicaux qui ne sont pas tous non plus, je dirais, compétents. Donc, on a vraiment un problème de compétence côté gestionnaire, donc côté conseillers syndicaux. Tout à l'heure, quand vous parlez d'associer les copropriétaires, moi, je sais qu'aujourd'hui, comme je suis en retrait, je suis en demande de ça, mais il ne se passe rien. Et l'Assemblée générale, on vous amène sur un plateau des choses à voter, mais vous ne participez absolument pas au projet. Et il est trop tard, sachant qu'aujourd'hui, les syndics sont assez favorables à ce que l'AG se passe en visio, que ça soit vote par correspondance, etc. Donc il n'y a plus le dialogue. Il n'y a plus le dialogue et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, sachant que la tâche, elle est immense et que c'est des projets, comme vous disiez, qui prennent des années. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans une impasse. Il faut retrouver, il faut donner une nouvelle impulsion, de nouvelles compétences. Le gestionnaire, il est noyé de chez noyé. C'est très compliqué. Merci. Donc, un témoignage complémentaire. Tu peux intervenir? Oui.
Juste peut-être quelques petits éléments de réponse qui répondent à différentes questions qui ont été posées. Tout d'abord sur le sujet des bornes de recharge. Donc c'est aussi un sujet que nous avons évoqué avec les syndics. Donc vous pouvez retrouver plus d'informations là-dessus dans le cadre du rapport. Globalement, on s'est moins focalisé là-dessus parce qu'en tout cas, le retour que nous avons eu, c'est que globalement, c'est quand même un sujet beaucoup moins problématique, complexe comparé à la rénovation énergétique parce que il y a les énergéticiens proposent des services beaucoup plus clés en main pour l'installation des bandes de recharge et que ensuite aussi pour la séparation en fait l'individualisation entre guillemets des charges associées fait aussi en sorte que c'est un sujet beaucoup moins conflictuel au sein de la copropriété. Après, bon, il y a quand même un certain nombre de problématiques qui nous ont été citées, notamment la question des assurances aussi, en lien avec cela, mais juste pour expliquer aussi pourquoi pour nous, évidemment, il y a une multitude d'enjeux qui font le lien avec la transition énergétique, mais en tout cas là où on a l'impression que d'un côté, il y a une volonté forte de la part des pouvoirs publics avec quand même des dispositifs assez costauds derrière et en même temps où il y a la plus grande complexité et pour les copropriétaires et pour les syndics de s'en emparer et de le mettre en place était quand même la rénovation énergétique qui pour nous semblait être un exemple bien plus emblématique que d'autres enjeux comme la mobilité électrique notamment. Le deuxième point était effectivement sur la question un peu des compétences. Donc d'un côté en lien avec la préservation du patrimoine, la question aussi de la prise de conscience par rapport à la transition énergétique et écologique. Alors un des résultats très importants de notre recherche dont nous avons parlé ce matin concernait surtout aussi un peu les trajectoires professionnelles et les profils des syndics aujourd'hui. Où pendant notre phase nationale, on nous avait dit historiquement c'était un métier effectivement très juridique, très tourné vers le droit, issu de ces formations-là, et qu'on voit qu'aujourd'hui, avec les gestionnaires dont nous avons parlé en Ile-de-France, il y a une très très grande diversité de formations initiales, et on voit l'importance de la reconversion dans ces métiers. C'est-à-dire il y a beaucoup de syndics qui en fait avant ont exercé 1, 2, 3, 4, 5 d'autres métiers et qui par conséquent ont aussi des compétences, des trajectoires qui peuvent être assez diversifiées et qui par conséquent aussi apportent de nouvelles compétences dans les cabinets. Et donc là, on a eu un certain nombre d'exemples aussi, des personnes par exemple qui avaient commencé des études d'architecture, des personnes qui avaient travaillé dans la gestion du tertiaire, donc qui ont été plus confrontés justement à ces questions techniques du bâtiment aussi, de la rénovation énergétique, et qui vont du coup aussi apporter ces connaissances-là dans les cabinets. Donc on voit que l'évolution du métier, il ne se fait pas seulement par le haut, on voit qu'il y a des acteurs, des grands acteurs qui se positionnent très très fortement sur cette question de la transition énergétique. On peut citer les grands groupes, Fonciane, Exeti, qui ont signé des Green Deal pour afficher leur engagement et à une échelle plus locale. Il y a aussi les fédérations de l'immobilier qui ont signé une charte avec la ville de Paris pour là de la même manière s'engager dans les dispositifs de rénovation énergétique qui sont portés à l'échelle de la commune. Donc il y a d'un côté cet effet un peu top-down qui est porté par les grands acteurs qui sont les groupes et les fédérations, mais qui ne vont pas pour autant forcément toucher les syndics à l'échelle du cabinet, c'est-à-dire il y a l'affichage et l'engagement entre guillemets d'un côté, mais après il y a les moyens et les ressources réelles dont disposent les cabinets à leur échelle. Mais après il y a aussi une transformation qui se fait justement par les collaborateurs et par cette diversification des profils. Et puis je voudrais juste terminer sur la question des promoteurs, parce que je pense effectivement c'est un sujet aussi assez intéressant dont nous avez parlé, et justement une problématique de l'absence en fait de lien et de collaboration entre la gestion et la promotion. Et qui est même dans un gros groupe que je ne vais pas citer, mais qui a des fortes activités de promotion et qui avait juste récemment aussi des activités de gestion de copropriété. Les syndics que nous avons rencontrés dans ce groupe-là nous ont dit jamais on est associés. Jamais on travaille avec nos collègues promoteurs pour justement porter un regard sur les projets des nouvelles copropriétés du point de vue de la gestion, de voir quels problèmes éventuellement pourraient
se suivre pour la gestion, pour les charges, etc., sur la base du projet immobilier, et que là aussi, je pense, il y a vraiment des relations à développer, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a assez peu de syndics qui ont envie de se positionner sur la copropriété neuve, qui préfèrent attendre quelques années que voilà, on a trouvé les malfaçons, que un peu les problèmes, enfin tout a pu un peu entrer en régularité, et que parfois sur des villes nouvelles, par exemple, il y a la ville de Cergy qui nous remonte beaucoup ça, où il y a beaucoup de copropriétés neuves qui sortent. Dès la première, la deuxième année, la copropriété peut se retrouver en grande difficulté parce que derrière il y a des charges très très importantes et toutes ces questions un peu de gestion, etc., qui n'ont pas forcément été pensées à l'avant. Donc je pense là aussi il y a des relations à développer. Merci Francesca. C'est vrai que la question d'intégrer les observations de gestion dans la construction de nouveaux ensembles immobiliers, elle est absolument majeure pour avancer, pour préparer l'avenir. Laurence Chanlois, vous avez sans doute des choses à dire. J'ai l'habitude des assemblées générales, donc... Ouais. Ah oui, c'est embêtant. Tenez. Je crois que ça marche de nouveau. Ouais. Enfin, bon. Oui, donc sur les charges de copropriété, c'est évidemment un enjeu central. Les copropriétaires, ils sont très sensibles, d'autant plus actuellement dans ce contexte de renchérissement de tous les coûts. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un enjeu qui est assez central, très présent au moment de la remise en jeu des mandats. Elle se fait très fréquemment. Elle arrive tous les ans ou tous les 3 ans. Et au moment de la remise en jeu du mandat, il y a un jeu concurrentiel qui peut se mettre en place. Donc voilà, différents candidats à la gestion de la copropriété qui se mettent en lice et qui évidemment font de la question des charges et de la réduction des charges en particulier voilà, un levier qu'ils activent de manière tout à fait privilégiée dans le jeu concurrentiel. Les charges et l'optimisation des dépenses, c'est aussi un gros chantier dont tous les syndics font état au moment de la prise de mandat. Et puis dans une perspective donc plus concurrentielle, les syndics notent tous que leur groupe professionnel est uni par une sorte de confraternité, mais pour autant ils se font tous concurrence les uns des autres. Et dans l'univers concurrentiel, dans l'espace concurrentiel du groupe professionnel, il y a aujourd'hui notamment les nouveaux entrants qui se font particulièrement agressifs, offensifs sur la question des charges qu'ils promettent de réduire dans des proportions tout à fait considérables. Donc un enjeu que les syndics ont bien en tête et autour duquel ils se vouent, ils s'engagent dans un jeu concurrentiel assez féroce. Oui, et qui n'est pas sans contradiction avec les enjeux financiers autour du passage à la transition, autour de la rénovation énergétique, qui sont évidemment des opérations à coût important. Et donc, on voit bien que là, il y a une sorte de paradoxe. Anne-Claire. Juste rapidement pour répondre à la remarque que c'est un constat ancien que le syndic est un acteur fragile. Nous, ce qui nous intéresse de mettre en avant, c'est que c'est beaucoup une histoire d'image, on leur tape beaucoup dessus, y compris parfois dans des propos politiques nationaux. Et ce qui nous intéressait, c'est, oui, on sait qu'ils ont des facteurs de fragilité, mais c'est d'en comprendre plus précisément la nature et pas seulement de leur faire un procès d'intention sur le fait de ne pas vouloir y aller, mais de comprendre concrètement, au regard de leur modèle économique, de leurs contraintes de recrutement, ce qui peut faire barrage et ce sur quoi, du coup, dans une relation d'accompagnement, on peut vraiment trouver des leviers. Parce que c'est vrai qu'il a souvent été dit, oui, le syndic, c'est peut-être un frein à ses ambitions de mutation du parc, etc. Mais allons au-delà, comprenons pourquoi. C'était un peu sortir aussi du procès d'intention qui est fait à cette profession en comprenant la réalité de ce système de valeurs et de ces conditions d'exercice, et voir peut-être là où il y a des leviers qui sont méconnus pour les faire justement entrer dans une relation partenariale un peu favorable à la menée des projets. Pascal Lagui, vous vouliez
rajouter quelque chose? Il y a un micro. Il y a des questions peut-être avant. Oui, bon, alors on prend quelques questions. Comme il nous reste 10 petites minutes, on va essayer d'aller très vite. Donc vous vous présentez, vous posez votre question, on en prend plusieurs et on revient vers l'ensemble des intervenants. Ruben Bonic, donc moi je suis plutôt du secteur tertiaire et c'est assez troublant parce qu'en fait il y a des métiers qui ont été créés dans le métier tertiaire et pas forcément dans le résidentiel. Et par exemple dans le tertiaire on a un asset manager donc qui s'occupe vraiment de la stratégie financière et donc la rentabilité d'un actif. On a un property manager qui est beaucoup plus dans le, on va dire dans le quotidien de la gestion de l'immeuble et je trouve qu'il est très ressemblant au syndic. Et on a des nouveaux métiers dans le cadre de tout ce qui est décarbonation, stratégie donc de rénovation énergétique du tertiaire, des métiers qui sont créés, donc des responsables ESG. Et j'ai l'impression que dans le monde du résidentiel, il y a un peu des trous dans la raquette. C'est-à-dire que on n'a pas l'asset manager qui normalement en fait devrait être mandaté par le syndicat des copropriétés et qui doit lui demander des comptes sur la rentabilité de sa copro, s'ils font les bons choix, et en général c'est lui aussi qui considère s'il y a une stratégie de rénovation à mettre en place pour valoriser ou pas l'actif. Il manque les équipes de ESG également. Moi ma question c'est est-ce que le syndic est prêt à prendre ce rôle en fait d'asset manager, on va dire, de valoriser les copros, ou il souhaite rester on va dire sur la gestion on va dire quotidienne de l'immeuble. Et ma deuxième question, c'est qu'on a les mêmes sujets dans le tertiaire, c'est qu'on demande énormément de choses aux property managers, tout ce qui est collecte de la donnée d'énergie, tout ce qui est réglementation, et eux nous disent que c'est pas leur métier. Et donc la balle est un peu renvoyée. Donc il y a exactement les mêmes sujets, sauf qu'il y a encore moins de professionnels dans le résidentiel. Donc voilà, c'est un peu ma question. Alors, il y a beaucoup de... Allez-y. Bonjour, Coralie Marchand, donc je travaille à l'Agence nationale de l'habitat au niveau national. Donc j'ai entendu votre remarque. Ça va être pas du tout le même sujet que ce qui vient d'être abordé, mais vous dire que c'est entendu, nous, à une dernière réunion, il y a 2 ans à peu près, avec des collectivités, par pure provocation, on a posé la question qu'est-ce qu'un bon syndic, qu'est-ce qu'un mauvais syndic aux collectivités, et puis on a posé la question au syndic qu'est-ce qu'une bonne collectivité, qu'est-ce qu'une mauvaise collectivité. Ça a beaucoup moins rigolé dans la salle. Donc voilà, non, c'est vous dire, nous, au titre de l'ANA, au niveau national, on essaye d'améliorer effectivement la visibilité des syndics aussi parce qu'il y a des problématiques d'ingérence. En fait, on va se dire les choses telles qu'elles sont dans certains dispositifs. On voit bien qu'on veut aller parce que aussi il y a l'urgence des habitants. En fait, quand on est, même si on n'est pas sous administration provisoire, il y a des sujets de travaux d'urgence qui doivent être réalisés et on va pousser le syndic à ce qu'il y aille. Et on n'en a pas trop le choix dans le sens où il y a la sécurité des habitants aussi en jeu. Ce qui est aussi différent, je pense, de la gestion du tertiaire. On parle quand même de lieux d'habitation quotidien. Donc voilà, et vous dire que ce sujet-là, il a été aussi entendu, ne serait-ce que parce qu'on a un sujet que les syndics ne remontent pas nécessairement les difficultés qu'ils rencontrent avec leur copropriété, vont peut-être dire aussi parfois cette copropriété, ça fait 3 ans que j'essaie de leur faire voter leurs travaux, vous savez quoi, moi je me représente pas. On le comprend, enfin, je veux dire, il y a un moment où la copro n'avance pas et en fait, on a eu cet échange par exemple avec la métropole européenne de Lille quand il y a eu un effondrement. En fait, ils ont eu des centaines de signalements des syndics en disant voilà, moi jusque-là j'ai géré cette copro. En fait, peut-être que ma responsabilité va être engagée parce que ça fait 3 ans qu'ils votent contre des travaux de structure ou de réseau, pas des travaux d'embellissement, de mise en peinture du hall, rien à voir. Et du coup, il y a vraiment ce sujet-là. Donc, il y a un guide qui est réalisé aujourd'hui avec beaucoup de partenaires qui sont aussi des syndics et avec la DIL, avec la CLCV aussi, pour essayer de dire aux gestionnaires, voilà, quand vous voyez ces alertes-là, n'hésitez pas à aller voir votre collectivité. Parce qu'on se rend compte que voilà, la collectivité, quand on a posé la question, il y en a plein qui disent le syndic, il vient en gros au comité de pilotage du plan de sauvegarde et puis il vient un peu se faire engueuler, quoi. Donc, alors qu'il n'a pas été appelé au préalable. Donc voilà, moi, il y avait vraiment dans le rapport qui a été produit, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le lire en avance, il y avait tout ce sujet autour des syndics et leur attachement aux collectivités, aux copropriétés dégradées, hein, même s'ils doivent avoir un portefeuille plus varié, ne serait-ce que pour leur
santé mentale, je pense, parce que la gestion est vraiment difficile, on en a bien conscience à l'ANA. Mais voilà, je trouve que c'est aussi intéressant et que, en tout cas, j'ai entendu votre message et on va évaluer prochainement l'aide à la gestion, donc qui concerne que les copropriétés en difficulté. Donc voilà, vous pourrez venir vous signaler et échanger et on essaiera de faire au mieux parce qu'on se rend bien compte que si ces maîtres d'ouvrage délégués, on va dire, les syndics ne prennent pas la part dans nos dispositifs. On aura du mal à faire avancer les copros. Désolée. Merci. Donc le débat va se poursuivre. Oui. Alors. Allez-y. Rapidement. Oui, rapidement. Clément Domard, du coup, je travaille à la mairie de Gennevilliers. Question qui a été en partie répondue ici par l'ANA. Comment trouver et comment motiver nos syndics sur les copros dégradés pour faire avancer les choses? Beaucoup d'entre eux, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps, c'est ce qu'ils nous répondent tous. C'est que, comme tous les copropriétaires, on n'arrive pas à les avoir régulièrement. Ils nous répondent qu'ils aimeraient bien, mais qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont de la gestion courante à faire, ce qui est tout à fait normal. Et comment nous, collectivités, en fait, on peut les accompagner pour qu'ils développent ce pan de leur activité, parce que ça reste essentiel et c'est ce qu'on dit qu'on voit moins, mais qui est peut-être un des plus importants au quotidien sur le sujet. Comment en fait on peut les accompagner, comment on peut les aider pour développer cette activité et comment pour nous les trouver aussi dans certains cas. À savoir que dans le cadre de Gennevilliers, une politique municipale depuis très longtemps est de rentrer dans les copros dégradés. Donc c'est-à-dire que la ville est copropriétaire pour avoir aussi le maximum d'informations, les informations en tant que copropriétaire d'une part et en tant que collectivité de l'autre. Bonjour, Julie Jean pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, je travaille au siège et je suis responsable de la cellule environnement intérieur. Donc moi c'est plus pour parler prévention et promotion de la santé justement pour les habitants qui sont dans ces copros. Pour nous et pour la DRIL avec qui je travaille régulièrement, on aimerait beaucoup toucher justement ces syndics de copropriété et en fait ma question est la suivante. Si, parce que vous, visiblement, manquez peut-être de formation. Nous, on aimerait beaucoup vous former sur certaines thématiques, à savoir, par exemple, la lutte contre les punaises de lit, tout ce qui est prévention des intoxications au monoxyde de carbone, lutte contre l'insalubrité également. Voilà, je pense que Gennevilliers sait de quoi on parle avec l'ARS, ou notamment des problèmes de santé mentale aussi chez certains copropriétaires. Donc, si on mettait en œuvre ceci, est-ce que ça vous intéresserait? Et si la réponse est oui, comment toucher ce public-là qui, pour nous, est difficilement captable, on va dire. Merci. On prend une dernière question. Bonjour, moi je suis Elena Jennifer, étudiante en master d'urbanisme à Louvain-la-Neuve. Alors, je voulais revenir sur la question des axes que vous avez présentés. Vous avez parlé de la formation des copropriétaires à la gestion collective, mais vous n'avez pas insisté dessus. Alors, j'aimerais savoir ce que vous préconisez à ce sujet. Est-ce que c'est réellement réalisable, tout en sachant que la gestion collective nécessite beaucoup de bon vouloir. Et aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des services, par exemple, d'assistance à la maîtrise d'usage qui essayent de mobiliser les copropriétaires à ce sujet, mais c'est assez délicat. Alors, que préconisez-vous à ce sujet? Merci. Merci beaucoup. Alors, ça fait beaucoup de questions, j'en ai bien conscience. Donc, dans le redonner pour pas qu'on finisse trop tard et libérer les personnes qui doivent partir, je vais redonner la parole aux intervenants. Ouais, Pascal Laguély. Moi, je voudrais répondre à deux questions. La collectivité, je crois que c'est notre rôle, effectivement, d'aller faire venir les syndics. Tout à l'heure, j'ai parlé des copropriétaires, c'était un sujet qui a déjà été mené, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les professionnels, il faut les mettre en face, l'ARS, la DRIL, l'ANA, tous les dispositifs qui existent, de manière à essayer de leur donner cette information que finalement ils n'ont pas. Et je pense que la ville, il faut qu'elle soit motrice sur ces sujets. Et je voudrais répondre à monsieur, en fait. La question, c'est pas le syndic qui est en défaut, c'est vous, copropriétaire. En fait, le copropriétaire, il s'intéresse à la valeur de son bien le jour de son acquisition. Parce que, bon, effectivement, il est en face à une réalité économique. Et puis, la deuxième fois qu'il s'y intéresse, c'est quand il va le vendre. Mais, dans l'intervalle, il s'y intéresse pas. C'est-à-dire que sa valeur patrimoniale, contrairement au tertiaire, il n'en tient pas compte. Enfin, il n'en tient pas compte.
en fait, il n'y a pas d'intérêt majeur. Et en fait, c'est dans les mentalités la problématique. Le syndic, c'est l'élément essentiel de la bonne tenue de son patrimoine. Parce qu'effectivement, on pourrait imaginer qu'un immeuble bien géré va continuer à prendre de la valeur. On parle de valeur verte dans la réhabilitation thermique, par exemple. Donc, il y a un véritable enjeu patrimonial. Mais en fait, c'est le copropriétaire qui est défaillant. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la notion et la conscience de sa valeur patrimoniale. Et ça, c'est peut-être l'enjeu de demain. C'est peut-être, dans cette profession d'administrateur de biens, de syndic professionnel, c'est peut-être effectivement d'aller vers le système tertiaire. Dans le tertiaire, on a des entreprises qui regardent l'aspect économique, qui regardent d'ailleurs le coût des charges. Alors les copropriétaires s'intéressent à leurs charges parce qu'effectivement, il y a moins de pouvoir d'achat, ils peinent. Mais en fait, cette valeur patrimoniale, ils n'en tiennent pas assez compte. Et ça, c'est effectivement peut-être un enjeu de revaloriser d'ailleurs la profession, parce que quand vous êtes l'acteur de la revalorisation du patrimoine, je vous assure que les honoraires qui sont pris, c'est ridicule. Enfin, quand vous voyez la plus-value qui peut être faite en une année par rapport au coût de gestion, enfin, c'est ridicule. Mais en fait, c'est le copropriétaire lui-même qui, sur ce système, est défaillant. Voilà, merci. Après, il y a un facteur qu'on n'a pas pris non plus en compte, parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais c'est les gens qui ne payent pas leurs charges. Quand on se retrouve, nous, dans des situations compliquées, parce qu'on a 80 ou 100 000 euros d'impayés, ça arrive très très vite, les impayés, où les gens préfèrent vivre, là-dessus on ne peut pas les en empêcher, mais quand on va chercher le contentieux, parce qu'il faut mettre tout ça en place, etc., c'est aussi un travail important qu'on fait, nous, gestionnaires, alors que c'est pareil, on n'a pas cette casquette non plus, ni d'huissier, ni d'avocat, ni tout ce que vous voulez. Donc à part dire en assemblée générale, mais venez vers nous, il y a des protocoles qui se mettent en place. Ne mettez pas la tête dans le sable, on n'est pas là pour savoir ce qui s'est passé dans votre vie. Vous nous dites juste, voilà, j'ai un problème, on va étaler, etc. etc. Aujourd'hui, on a des copropriétés qui sont dans des situations très difficiles, très très difficiles, et on ne sait même pas comment on va les sortir de là, sauf si vraiment l'ensemble des copropriétaires veut bien jouer le jeu et se dire, bon, il faut qu'on paye, etc. Mais d'arriver d'aller placarder dans une copropriété le fait que je ne puisse plus payer les factures d'eau, les factures d'électricité, l'ascenseur. Donc vous savez qu'en France, si on n'a plus de télé, plus d'ascenseur, c'est fini, on ne sait plus vivre. Donc c'est à ce moment-là que les gens ont réagi, ils se sont dit, mais effectivement, il faut absolument qu'on arrive, sinon c'était un mandat ad hoc, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Je trouve que c'est un petit peu la boîte de Pandore, on met tout dedans et on ferme, et voilà, on s'en occupe plus. Je trouve pas ça... Voilà, c'est quand même un peu le travail aussi du syndic, d'aller toquer un petit peu sur l'ensemble. On ne va pas faire du porte-à-porte, mais il faut que les gens soient conscients. Le monsieur tout à l'heure était promoteur. Les promoteurs, ils n'expliquent pas. Eux, pour eux, c'est 1 euro le mètre carré. C'est loin, loin s'en faut. Parce que nous, le syndic, on doit payer l'eau, on doit payer l'électricité, on doit payer l'assurance. C'est les premières factures qu'on prend en charge dès lors que le promoteur nous donne les clés de sa promotion. Et après, on se débrouille. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. On accuse le syndic souvent, et la gestionnaire ou le gestionnaire, de ne pas savoir. Mais si nous, on donne toutes les informations, mais peut-être que les gens ne les entendent pas ou on n'est peut-être pas compris. Maintenant, c'est vrai que dans notre groupe, on a toutes les formations, qu'elles soient du démarrage, parce qu'il y a beaucoup de reconversions dans ce métier-là, qu'elles soient du démarrage jusqu'à la fin. On apprend énormément dans ces formations. Il faudrait peut-être que les conseils syndicaux, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des conseils syndicaux, les gens ne veulent plus s'investir non plus. Merci. Vous savez que la loi Allure nous a mis en place le fonds de travaux. Le fonds de travaux, c'est justement pour prévoir. Avant, on avait 3 ans pour prévoir les travaux. Aujourd'hui, avec le plan pluriannuel, on peut s'étaler sur les petites copros comme la vôtre de Vinlot sur les 10 ans à venir. 10 ans à venir, on peut remplir ce fameux livret A avec une belle somme pour justement anticiper tous ces futurs travaux. Merci. Claire, un petit mot Bon, alors, Francisca. Du coup, juste 2 points. Alors sur la question des syndics sur les copropriétés en difficulté, alors j'ai pas forcément les solutions, mais peut-être juste 2 points pour rappeler qu'il existe quand même un dispositif qui s'appelle CalISR, qui est un dispositif de certification pour les syndics de redressement, alors qui pour l'instant ne connaît pas forcément un succès fou, mais qui en tout cas peut aussi contribuer à donner une visibilité sur les syndics qui s'investissent sur les copropriétés en difficulté. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez sur le fait que les syndics, ils n'ont pas le temps. Quand dit temps, le temps, en réalité, c'est de l'argent.
Et donc, il y a la question des aides à la gestion. Nous, qu'on a parlé avec les syndics, une chose que nous avons constatée, c'est que les aides à la gestion ne sont pas forcément un outil qui est connu par toute la profession. Donc je pense qu'éventuellement, si vous dites qu'aujourd'hui vous faites une évaluation, ça peut aussi donner un peu des pistes, que peut-être une meilleure connaissance aussi de cet outil-là qui peut compenser jusqu'à un certain point le surtemps, entre guillemets, qui est investi par le gestionnaire, pourrait peut-être aussi être débloqué un peu des choses. Enfin voilà, donc c'est plus des pistes, c'est pas forcément des solutions. Et juste, parce que du coup il y avait la question, alors pour moi il y a un peu deux niveaux. C'est-à-dire, moi, quand je parlais de la formation des copropriétaires, voilà, c'était déjà au niveau juste du réglementaire. Donc, de se rendre compte ce que ça veut dire d'être copropriétaire et de justement former, ce que je disais, en priorité les primo-accédants pour que quand ils achètent, ils se rendent compte aussi financièrement ce que ça peut représenter, de comprendre... pourquoi c'est un problème les impayés, aussi comprendre quels sont les interlocuteurs, les structures qui existent auxquelles on peut s'adresser si on ne peut pas payer ses charges, pour justement éviter voilà, des procédures qui peuvent être très lourdes et individuellement et collectivement. Donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables parce qu'elles sont en partie déjà faites par les communes d'un côté et puis aussi par des structures que j'ai citées comme les ADIL. Il y a l'ARC aussi quand même qui a tout un rôle d'accompagnement des syndicats de copropriété qui je pense est assez précieux et d'autres structures aussi comme la CLCV. Après, vous, quand vous parlez de la maîtrise d'usage, à mon sens, on se situe un peu à une autre échelle parce que derrière, on va s'intéresser plus seulement aux copropriétaires, mais en fait aux occupants de l'immeuble. Et donc là, en fonction des immeubles, les personnes qui occupent les logements, ce ne sont pas forcément les propriétaires, mais les locataires. Et donc aujourd'hui, il n'existe pas vraiment d'ensemble, c'est-à-dire les locataires sont complètement exclus des process et de communication et de décision. Et là, le syndic, il est plus en difficulté de jouer un rôle parce qu'il connaît même pas forcément, enfin, il connaît les propriétaires, mais il connaît pas forcément les locataires. Donc, je pense là il y a une vraie difficulté d'intervenir là-dessus. Peut-être si ça vous intéresse, il y a l'Agence parisienne du climat qui s'intéresse pas mal aussi à ce sujet, qui a notamment accompagné une expérimentation sur quelques copropriétés à Paris sur la question de la sobriété et comment amener la sobriété dans les copropriétés, mais qui justement a fait le constat de cette difficulté de comment toucher les locataires qui aujourd'hui sont un peu exclus aussi des canaux de diffusion d'informations et autres au sein de la copropriété. Merci. Bon, je crois qu'on en termine là. Donc je voulais vraiment remercier l'ensemble de nos intervenants. Merci beaucoup. Et exactement.